Eh mais, qui voilà? Kuka, le robot Kuka. Peut-être on peut jouer ensemble, on peut essayer de jouer, qu'est-ce que t'en penses? Il est d'accord. Alors, on y va. Ouais, je crois qu'on peut l'applaudir. Alors voilà, c'était le robot Kuka en compagnie de M. Xavier Auberson, guitariste, mais aussi professeur de droit fiscal suisse et international à l'Université de Genève. M. Auberson est avocat associé du cabinet Auberson à Belz. Il s'intéresse particulièrement à la problématique de l'imposition des robots et de leurs activités. M. Auberson est également l'auteur de Taxing Robots, Helping the Economy to Adapt to the Use of Artificial Intelligence. Et donc, on aura le plaisir de s'entretenir avec M. Auberson, qui sera également accompagné de M. Yoshua Bengio, professeur, chercheur, mathématicien et reconnu comme l'un des plus grands experts mondiaux en matière d'intelligence artificielle et comme un pionnier de l'apprentissage profond, notamment pour la renaissance du réseau neuronal. M. Bengio est professeur à l'Université de Montréal depuis 1993. Il est également le fondateur et le directeur scientifique de MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, qui est le plus grand groupe de recherche universitaire en matière d'apprentissage en profondeur. M. Bengio est également le co-directeur du programme Apprentissage automatique, apprentissage biologique, en tant qu'associé principal à l'Institut canadien de recherche avancée, d'où il est titulaire d'une chaire CIFAR IA. M. Bengio a reçu l'ACM-AM Turing Award, le prix Nobel d'informatique, conjointement avec M. Geoffrey Hinton et Yann LeCun, j'espère que je le prononce bien, pour les percées conceptuelles et d'ingénierie qui ont fait des réseaux de neurones profonds un élément essentiel de l'informatique. M. Bengio est préoccupé par l'impact social de l'IA. M. Bengio a activement contribué, entre autres, à la Déclaration de Montréal pour le développement responsable de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est un très grand plaisir d'accueillir ces deux sommités ici au sommet Tax Co-op. M. Bengio et M. Auberson vont s'entretenir en conversation avec le journaliste M. René Vézina. Et M. Vézina, quant à lui, travaille dans le milieu des communications depuis 40 ans. Il a passé 20 ans au service de TC Média, notamment comme rédacteur en chef du magazine Commerce et du journal Les Affaires. Il a animé les émissions Finance au réseau TVA, Déficit zéro à Télé-Québec. Et donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. René Vézina pour l'animation des discussions entre les deux panélistes. Oui, merci, Mme Pépin. Écoutez, c'est de circonstance d'avoir entendu ce robot jouer avec M. Auberson. Je ne sais pas s'il prendra la relève de Van Halen un jour, ça va prendre un successeur. Peut-être que ce sera le cas. Écoutez, parler de taxation, de fiscalité, d'intelligence artificielle et de robots, ça aurait été encore, il y a une dizaine d'années, perçu comme de la science-fiction. Manifestement, ça ne l'est plus. Ça s'impose sur la scène publique. Et évidemment, il y a toute une série d'incidences, de conséquences quand on parle de justice fiscale, si effectivement, il y a de plus en plus de valeur ajoutée qui est entraînée par cette arrivée massive des robots sur la place de travail. Il faudra voir de quelle façon ça peut se partager. Donc, pour lancer la discussion, je vais laisser la parole à M. Bengio. Je fais tout de suite quand même une précision. Il devait y avoir une séance de remue-ménage après les allocutions des deux panélistes. Mais finalement, on a décidé pour des questions de logistique qu'il serait plus facile de continuer cette discussion avec ces deux conférenciers de haut niveau. Alors, monsieur, je pense que c'est à monsieur Bengio que je dois lancer la parole dans un tout premier temps. Alors, je vois monsieur Auberson, mais finalement, c'est monsieur Bengio, je pense, qui va lancer le bal. Alors, on vous écoute.
D'accord. Merci, M. Vézina. Merci pour les bons mots d'introduction. Alors, je vais en fait parler un peu en réponse à ce que j'ai compris du message de M. Auberson, puis aussi vous donner un petit peu mon point de vue sur le rôle que la fiscalité pourrait jouer face disons, aux impacts sociaux puis aux déséquilibres économiques qui s'en viennent, à laquelle l'intelligence artificielle va probablement contribuer. Donc, d'abord, évidemment, je suis d'accord avec M. Auberson qu'on doit s'occuper des impacts de l'automatisation et des inégalités, des coûts sociaux qui vont être engendrés. C'est extrêmement important qu'on ait ce genre de débat aujourd'hui, que nos gouvernements s'emparent de ces questions pour faire les changements qui s'imposent, que ce soit dans la fiscalité ou dans les services sociaux qui devront être adaptés. Maintenant, sur la question d'une taxe pour les robots, j'ai plusieurs, disons, inquiétudes que c'est peut-être pas le chemin, en tout cas, qui me semble approprié. Premièrement, c'est très difficile de définir c'est quoi un robot. D'abord, l'autonomie, elle est loin d'être atteinte, puis il va y avoir toutes sortes de systèmes qui sont intermédiaires. Il n'y aura pas une ligne carrée quelque part où d'un côté, il y a le bien commun est servi, puis de l'autre, il ne l'est pas. Il y a déjà de l'automatisation, par exemple, qui se fait avec des robots très stupides. Puis, finalement, un problème technique de base dans la définition, c'est que dans l'informatique, à peu près tout peut être considéré comme un robot. Donc, évidemment, on peut essayer de mettre des qualificatifs en rapport avec le degré d'intelligence, mais il n'y a pas de coupure nette quelque part. Donc, ça va être un peu difficile pratiquement. L'autre raison pourquoi j'ai des inquiétudes, c'est que je comprends l'objectif d'essayer de compenser les pertes d'emploi, compenser le public pour ramasser les pots cassés. Ça, c'est super important. Mais, par exemple, des systèmes d'intelligence artificielle vont être utilisés dans des usines, comme vous avez dit, M. Auberson, mais vont être utilisés dans des contextes où il n'y a pas nécessairement d'automatisation, que ce soit des nouveaux services qui sont offerts, des services même qui ont une valeur ajoutée énorme pour le bien public, que ce soit en santé, en éducation, dans l'humanitaire, etc. Donc, pourquoi est-ce que en réalité, si on se pose la question, pourquoi certains usages de l'intelligence artificielle seraient plus taxés que d'autres? La réponse à laquelle on devrait arriver, c'est plutôt que se poser la question, est-ce qu'il y a des robots ou pas des robots? C'est est-ce que l'activité de l'entreprise est génératrice de contributions positives au bien commun ou de contributions négatives au bien commun? Pour moi, c'est là-dessus qu'on devrait se focusser. Puis là, je pense que la fiscalité a un rôle très, très important comme outil pour essayer d'aligner, si on veut, les activités des acteurs économiques comme les entreprises avec ce qui est utile à la société selon les valeurs qu'on se donne collectivement, on l'espère, en démocratie. Donc, je crois qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer comment la fiscalité peut être plus efficace pour changer le comportement des entreprises. J'entendais les jeunes qui parlaient, par exemple, de changement climatique. C'est un exemple très, très évident où si on n'intervient pas fiscalement ou d'une manière que l'État, finalement, pénalise ceux qui nuisent et récompense ceux qui font quelque chose de positif, on s'en va vers une catastrophe mondiale. Un autre point que vous avez abordé dans ce que j'ai compris de vos discours, c'est la question de personne morale. Est-ce que les robots devraient être une personne morale? Donc déjà, il y a le problème que j'ai avancé qu'il n'y a pas une ligne claire entre robot et pas robot. Puis l'autre problème, c'est que je crains que si on introduit une notion de personne morale au même sens qu'on a pour les entreprises pour des robots, ce soit une échappatoire pour les entreprises qui, finalement, se verraient délestées de leurs responsabilités. Parce que
l'intelligence artificielle, c'est pas comme nous, c'est pas des personnes, c'est pas vrai. C'est des systèmes qui sont designés et déployés par des êtres humains dans un but spécifique, en général pour faire de l'argent, des fois pour résoudre des problèmes plus positifs. Mais donc, c'est la responsabilité des personnes qui déploient, qui planifient, qui jugent de quelle utilisation on va faire de ces technologies, de s'assurer que les impacts sociaux soient positifs, qu'il n'y ait pas des gens qui soient blessés, que ça ne cause pas de tort à la société, etc., etc. Donc, je pense que c'est dangereux d'aller dans cette direction de robots de personnes morales. Il y a aussi une question plus fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, on est très loin de pouvoir concevoir des robots à un niveau d'intelligence et d'autonomie qui nous permettrait de les considérer comme tels. Puis finalement, il y a une philosophe, Joanna Bryson, qui parle beaucoup de cette question-là et qui parle du danger de déresponsabilisation si on crée des personnes morales pour les robots. Mais et puis ce qu'elle dit, c'est intéressant, c'est qu'il faut voir c'est quoi l'idée d'une personne morale? Moi, je suis même contre l'idée des personnes morales pour les entreprises, soit dit en passant. L'idée des responsabilités puis des droits, ça a rapport avec le contrat social. Donc, les êtres humains forment un contrat social entre nous à travers les règles de la société. Puis, le contrat social, il devrait être entre les êtres humains qui, en l'occurrence, vont programmer ces robots, décider comment on va utiliser, etc. Donc, je vais terminer là-dessus, peut-être sur une question qui se fait intéressante, puis c'est pour que la fiscalité joue son rôle. Donc là, je ne parle pas de la taxation des robots, mais plutôt de l'utilisation de la fiscalité pour nous amener à une meilleure société. Je pense qu'on doit réfléchir à comment les incitatifs que la fiscalité peut apporter aux entreprises ou aux particuliers soient le mieux alignés avec l'intérêt général. Puis là, je pense qu'il y a des innovations possibles où on peut s'inspirer de comment ça se passe dans les marchés avec les investisseurs, comme par exemple l'exemple du marché du carbone, pour créer des incitatifs qui vont changer les comportements de manière à ce qu'ils soient plus alignés, puis d'utiliser la capacité de l'être humain à prédire, comme le font les investisseurs, comment ça va se passer dans le futur. Quand un investisseur décide d'acheter ou vendre des actions, ben il incorpore dans sa valorisation la valeur future des profits d'une compagnie. Ben, de la même manière, on pourrait avoir des investisseurs qui investissent sur la valeur sociale en estimant, par exemple, dans le futur, comment est-ce que la contribution au changement climatique va être positive ou négative, à quel degré, et comment les gouvernements vont réagir à ça et taxer. Puis ça, ben, ça permettrait de ramener à aujourd'hui, en valeur d'aujourd'hui, la contribution du comportement d'aujourd'hui de société et les amener à changer aujourd'hui leur comportement. J'arrête là, j'ai fait un peu plus long que ce qui était prévu. Je vous remercie de votre patience. À peine. Merci beaucoup, M. Benjou. Donc, on retient certains points que vous avez énoncés. Fait qu'il n'y a pas de démarcation fine entre les systèmes robotiques. Et là, il y a vraiment tout un continuum, mais à savoir à quel moment on intervient. Il peut aussi y avoir des robots qui sont utilisés dans un but de bien commun. Et là, on a déjà un bénéfice qui va au-delà d'une taxation. Donc, il faudrait que ça puisse être modulé dans un certain sens. Il y a également toute la question de la déresponsabilisation qui pourrait venir si on décide de leur donner un statut à part. Aussi la question d'aller peut-être par incitatif, de manière à ce qu'on puisse mettre en place et qu'on puisse après en retirer les bénéfices. Donc, c'est des points intéressants qui vont sûrement revenir dans la discussion que l'on aura en commun, mais pour tout de suite, je vais laisser la parole, puisque vous l'avez d'ailleurs cité à quelques reprises, à M. Xavier Oberson, qu'on rejoint directement de Suisse. M. Oberson, à vous la parole. Oui, merci beaucoup et merci pour cette invitation et ces remarques très, très intéressantes. Donc, oui, j'aimerais peut-être juste résumer un tout petit peu et essayer de répondre en même temps aux remarques que M. Benjou a faites. Donc, d'abord, je dirais, n'est-ce pas, dans l'optique fiscale, on distingue, je dirais, il y a deux thèses sur l'impact de la robotique sur le marché du travail. Il y a un petit peu, en résumant très simplement, vous avez ce qu'on appelle les optimistes. Donc, c'est ceux qui disent que finalement, l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle révolution industrielle
la quatrième, et qu'on a déjà vécu 3. Et en réalité, on s'est toujours bien sorti finalement. C'est un peu la thèse de Schumpeter aussi, hein, la destruction créatrice, c'est-à-dire qu'on perd beaucoup de places de travail, mais en réalité, on en crée beaucoup plus. Voilà, donc ça, c'est au fond la thèse des optimistes. Et si ces thèses se vérifient, c'est vrai qu'on n'a absolument pas besoin, je pense, d'une taxation des robots. Mais vous avez la thèse des pessimistes quand même, et qu'il faut prendre en considération, et qui, eux, disent, et c'est la fameuse formule « This time it's different ». Alors, pourquoi cette fois c'est différent? Parce que effectivement, on parle d'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai, et là, je ne suis pas du tout un expert à ce niveau-là, mais l'intelligence artificielle n'est pas du tout, effectivement, n'est pas encore capable de remplacer, heureusement, le cerveau humain. Vous avez vu tout à l'heure qu'on est loin des solos de guitare de Van Halen ou de Carlos Santana, hein, pour dire. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais il n'empêche, il y a quand même une inquiétude que l'intelligence artificielle pourrait, alors peut-être pas tout de suite, mais peut-être à terme, remplacer de plus en plus de travailleurs. Et il y a même certains qui prédisent, mais peut-être c'est de la science-fiction, une forme de disparition du travail en tant que travail rémunéré, n'est-ce pas? Alors, si cette thèse des pessimistes se réalise, peut-être plus tard, on a un immense problème fiscal. Parce que la base imposable principale, pour prendre l'exemple des États-Unis, par exemple, c'est le revenu du travail. Donc là, on a quand même une mise en péril de la sécurité sociale, une mise en péril des recettes fiscales de chaque État, si la base imposable du travail venait simplement à être réduite drastiquement ou venait simplement à disparaître. Alors, ma thèse, si vous voulez, ce n'est pas de dire les pessimistes ont raison, c'est de dire on ne sait pas qui des optimistes ou des pessimistes a raison, mais on sait en tout cas qu'il y a des arguments solides en faveur des pessimistes et que s'ils ont raison, alors on a une situation très, très sérieuse. Et donc, il faut trouver des solutions. Et personnellement, avec d'autres, je suis pour étudier très sérieusement comme alternative, effectivement, comme solution, la taxation des robots. Alors, effectivement, ensuite, on arrive sur tous les problèmes de mise en œuvre, absolument, et notamment le problème de définition qui a été évoqué. Mais je dirais, il y a des pistes quand même de solutions. Et peut-être juste très rapidement en esquisser quelques-unes. Alors, la première piste qui est la plus révolutionnaire, effectivement, c'est de dire on fait une personne morale. Cette piste, d'ailleurs, a été étudiée par l'Union européenne. Vous avez un rapport du Parlement européen qui a étudié, donc pas vraiment dans la perspective d'ailleurs d'une taxation des robots, mais plus à ce stade dans une perspective de responsabilité civile. Donc, l'idée d'élaborer une sorte de nouvelle personne morale pour les robots. Ils y ont renoncé pour l'instant, et c'est vrai que je trouve qu'il y a pas mal de faiblesses dans leur projet de définition, et notamment, effectivement, il y a cette vision un peu anthropomorphiste du robot comme un personnage et qui ne correspond pas effectivement à la réalité et qui, à mon avis, ne serait pas du tout très fiable en termes fiscaux. Il suffirait de mettre le robot, simplement l'intelligence artificielle, dans un ordinateur et vous pourriez échapper à l'imposition. Ça ne paraît pas très réaliste. Donc, à ce titre personnel, je serais pour travailler en 2 phases, si vous voulez. Donc, une première phase qui est de dire, effectivement, c'est trop difficile d'arriver à une véritable personnalité morale pour les robots, problème de définition, problème de mise en œuvre et autres. Mais on a ce problème de l'utilisation des robots. Et donc, on pourrait élaborer une forme de taxation qui serait la taxation dans une première phase de l'usage des robots. Et donc, peut-être, je ne sais pas, il y a plusieurs variantes, on peut en discuter après, peut-être une sorte de valeur théorique d'un travail, c'est une des pistes, donc une sorte de travail qui correspondrait à ce que forfaitairement un être humain aurait fait à la place. Ça, c'est peut-être une approche. Il y a d'autres approches de travailler sur les facteurs de production. Il y a par exemple l'idée de dire, eh bien, on peut faire un ratio en fonction de travailleurs humains par rapport au chiffre d'affaires. Enfin, on peut trouver des solutions pratiques. Mais dans une deuxième phase, alors effectivement plus révolutionnaire qui irait sans doute, qui viendrait plus tard, on pourrait même imaginer de taxer les robots en tant que tels. Mais là, on bute sur un problème qui est un problème juridique et constitutionnel, c'est que tout impôt doit être justifié et doit être
constitutionnellement justifié aussi. Et donc, on a ce principe qu'on retrouve dans tous les États, ce qu'on appelle le principe de la capacité contributive. D'accord ? Donc, un robot, il n'a pas d'argent. D'accord ? Un robot n'a pas de ressources financières pour payer l'impôt. Donc, ça supposerait que le législateur intervienne et fasse ce qu'on a fait il y a 100 ans, n'est-ce pas, à peu près. On a été confronté à un peu un problème de ce genre il y a 100 ans lorsqu'on a créé le concept de société, de personne morale. Qu'est-ce que c'est qu'une personne morale? C'est une pure invention du législateur. Ça n'existe pas, une personne morale. Vous êtes d'accord? On n'a jamais serré la main d'une personne morale. C'est un concept, une personne morale. C'est presque une fiction. Et peut-être on se retrouve aujourd'hui face à ce genre de problème. C'est aussi peut-être pour ça qu'on a de la peine à l'appréhender. On est un peu dans le vide, mais on pourrait imaginer que le législateur, comme il a réussi à le faire il y a 100 ans, se mette d'accord sur des critères et puisse définir. Alors personnellement, j'ai une vision neutre quant à la forme d'un robot, donc on pourrait peut-être se concentrer plus sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les places de travail, plutôt que s'arrêter à une vision un peu historique des robots. Mais ce serait donc une deuxième phase qui serait donc d'élaborer, cette fois, dans la vision d'une forme de nouvelle personne morale, une taxation des robots en tant que telle. Mais ça viendrait après l'utilisation des robots. Et puis, dernière remarque que je voudrais faire, il y aurait effectivement un problème ensuite. Il faudrait que les États s'entendent sur des concepts. Ce serait une véritable révolution du droit fiscal. Et on voit avec les travaux de l'OCDE en ce moment sur le pilier 1 et sur le pilier 2. D'ailleurs, il y a eu des rapports publiés hier, sauf erreur, sur ce sujet. La difficulté que les États ont à se trouver un consensus, ils ont repoussé le consensus à l'année prochaine, alors pour la taxation de l'économie digitale, alors qu'ils espéraient trouver une solution d'ici la fin 2020. Ça montre toute la difficulté aussi qu'il y aura à s'entendre sur une forme ou une autre de taxation des robots. C'est pour ça que, personnellement, je milite pour qu'on étudie ça le plus vite possible pour pouvoir se mettre d'accord sur des grands principes. Voilà, merci. Et merci beaucoup, M. Auberson. Je retiens donc vos scénarios optimistes et pessimistes. Optimiste, c'est que dans le fond, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais pessimiste, il peut y avoir des impacts, et vous disiez justement, il peut y avoir des impacts notamment sur la capacité fiscale si les individus sont remplacés, étant donné que notre système de fiscalité repose entre autres sur l'imposition des particuliers. S'il y a de moins en moins de particuliers, ça pose un problème. Donc, il y a la question éventuelle de taxation en matière de compensation pour ce qui serait perdu, mais aussi éventuellement pour l'enrichissement qui pourrait être généré par l'utilisation de ces robots. Mais vous soulevez également, et c'est le thème de cette grande conférence, il va falloir arriver à une coopération internationale, parce que sinon on se retrouve dans une cacophonie fiscale et on ne sera pas plus avancé. Alors, M. Benjo, vous avez entendu, c'est intéressant, M. Auberson est revenu sur des thèmes que vous aviez avancés. Est-ce que ça répond en partie aux interrogations que vous aviez? Je pense qu'on est d'accord sur l'enjeu de déséquilibre, en particulier du domaine de l'emploi, mais pour moi, c'est beaucoup plus large que ça, qui peut être amené par des nouvelles technologies, qui d'ailleurs ne se limitent pas aux robots. La science produit de la connaissance, les entreprises développent des technologies à partir de ces connaissances, et ces technologies peuvent être plus ou moins puissantes. Et plus elles sont puissantes, plus elles peuvent être exploitées pour faire quoi? Pour gagner de l'argent, pour faire du profit, pour acquérir du pouvoir, qui peut être un danger pour la démocratie d'ailleurs. Et nos fiscalités visent à essayer de rétablir certains équilibres. Mais ça, on l'a déjà, peut-être pas assez, peut-être pas de manière assez efficace. Alors, si il y a des pertes d'emploi, par exemple. Donc, je suis d'accord que ça va sûrement arriver. C'est déjà en train de se passer avec l'automatisation. On le voit dans certaines usines. Ce n'est que le début. Peut-être qu'on peut envisager des incitatifs fiscaux. Puis vous avez parlé, par exemple, quelque chose que je trouve intéressant, de mesurer le chiffre d'affaires par rapport au nombre de travailleurs. Donc, une manière de le voir peut-être positivement, mais en fait, ça revient essentiellement au même, c'est de dire, quand une entreprise fait travailler des personnes humaines,
elle apporte quelque chose de positif à la société. Et ça, ben, c'est clair, parce que si cette personne-là n'était pas employée puis qu'elle était au chômage, ben, elle devrait, disons, les gouvernements devraient s'occuper de cette personne-là et serait une charge pour la société. Donc, on pourrait imaginer que dans le système fiscal, on récompense les sociétés en fonction du nombre de personnes qu'elles emploient ou de la masse salariale équilibrée, là, parce que on veut surtout compter le nombre de personnes qui ont au moins un montant minimum. Donc, on pourrait imaginer une fiscalité qui récompense les entreprises qui ont finalement plus d'employés par rapport à leur chiffre d'affaires ou à leur profit. Et ça ferait que déjà les compagnies de haute technologie qui font des profits énormes avec très peu de personnes bénéficieraient pas de ces avantages fiscaux. Donc, ce serait une manière de les taxer plus que les autres. Ça me semblerait plus juste comme principe, mais du même coup, on peut imaginer pas seulement l'aspect sur l'emploi. Pourquoi se limiter à l'emploi? On peut, je pense, réfléchir à l'utilisation de la fiscalité pour toutes sortes d'autres enjeux qui, aujourd'hui, ne sont pas pris en compte par les entreprises dans leur planification, dans leurs décisions, dans leurs opérations, parce que ça ne fait pas partie de leur fonction objective, de ce qu'elles cherchent à maximiser. Donc, moi, ce que j'essaie de… La deuxième partie de mon message, ma petite présentation de tantôt, c'est de dire la fiscalité, l'audience qu'on a aujourd'hui, c'est les gens qui s'intéressent à la fiscalité. La fiscalité a un potentiel, je dirais, même révolutionnaire de nous amener à une meilleure société. Évidemment, ce n'est pas les fiscalistes tout seuls qui doivent faire ça, parce que dans chaque domaine de la société, il va falloir que les experts s'assoient pour réfléchir à des métriques qui sont pertinentes. Donc, je donnais l'exemple du prix de la taxe de la tonne de carbone. C'est un exemple très simple qui est déjà mis en place. Évidemment, le prix est complètement insuffisant, mais c'est un exemple qui nous illustre comment les gouvernements peuvent utiliser la fiscalité ou une forme d'incitatif de pénalité, etc. Et les marchés qui peuvent anticiper ce qu'un certain comportement va donner dans le futur pour créer un incitatif efficace qui change le comportement des entreprises. Donc ça j'ai l'impression que c'est un outil auquel on devrait réfléchir plus pour sortir un peu du pétrin qu'on a. L'autre point qui a été discuté et que je n'avais pas abordé tantôt, c'est la coopération internationale. Puis là-dessus, je suis très d'accord avec vous. Mais, que ce soit pour une forme de taxation ou une autre, c'est super important que les États se coordonnent. Si le prix de la la tonne de carbone est 10 fois moins cher dans un endroit plutôt qu'un autre, les compagnies vont aller mettre leurs usines polluantes dans cet endroit-là, puis le carbone, on va tous l'avoir dans la face. Donc, c'est important qu'il y ait des stratégies. Puis, dans ces stratégies, c'est important de comprendre que si on ne s'entend pas sur des règles collectives au niveau international, l'intérêt de chaque pays, ce serait de tricher, de jouer le défecteur dans le dilemme du prisonnier et d'en faire le moins possible. C'est ce qui se passe actuellement avec les enjeux de changement climatique. Mais je crois que c'est possible de se donner des règles en disant, on va lier les accords internationaux, par exemple, sur la fiscalité, avec des accords internationaux sur le commerce. Parce que quelque chose dont les pays ont besoin, c'est bien de commercer pour toutes les raisons qu'on sait. Donc, c'est un petit peu l'idée de l'Union européenne aussi, en partie, de dire on crée un contrat entre pays qui fait en sorte que, parce qu'on partage certaines valeurs, on se donne des règles communes qui nous forcent à un certain standard qui serait le même, mettons, pour le prix du carbone, pour revenir sur cet exemple-là. Et en contrepartie, on a un libre marché qui fait que c'est plus avantageux de rester dans le club de ces pays-là que d'en sortir. Eh bien, mais M. Auberson, on a parlé notamment d'incitatif. Je reprends l'expression de Joshua Bengio. Donc, pour essayer déjà de faire
comment je pourrais dire, de favoriser les bons joueurs, ou en fait de faire que la technologie employée dans la place de travail ne soit pas simplement un facteur d'enrichissement pour certaines entreprises aux dépens des autres. Et là, il y a question là, de faire quand même une forme de discrimination. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez rajouter parce que, évidemment, c'est assez complexe comme thématique par rapport aux précisions que vient d'amener M. Benjo. Oui, je trouve les précisions très intéressantes. On n'est pas si éloigné en réalité. Peut-être on a les mêmes buts. Pardon On a les mêmes buts. C'est ça, exactement. Disons, déjà pour l'impact de cette réduction, voire disparition potentielle du travail, c'est vrai qu'il y a non seulement donc, la perte de la base imposable du salaire qui donc échappe à l'impôt sur le revenu, mais en réalité, l'impact il est beaucoup plus grand que ça, parce que comme vous l'avez dit très justement, on a des travailleurs qui sont au chômage, et donc on a la sécurité sociale qui a ses besoins accrus, parce qu'elle doit en plus payer des rentes pour les personnes qui ont perdu leur emploi. Et il y a un troisième impact qu'il ne faut pas ignorer non plus, c'est la consommation. Parce que les travailleurs n'ayant plus de revenus ou un revenu vraiment réduit avec simplement des rentes chômage, et encore pendant simplement une période, ils ne peuvent plus consommer. Et donc, si la consommation diminue, alors c'est toute l'économie qui s'effondre. Enfin, c'est un scénario, bien sûr, catastrophe, mais pourtant, il est théoriquement possible. Donc, c'est pour ça que, effectivement, vient cette idée de taxation de l'intelligence artificielle pour, en quelque sorte, faire réapparaître un travail hypothétique, si je puis dire. D'accord. C'est ça. Maintenant, les formes de taxation, donc il y a aussi un aspect peut-être je pourrais mentionner, c'est que contrairement à ce qu'on pense, on taxe déjà les robots aujourd'hui, et ça, on le fait dans la TVA, n'est-ce pas? Quand vous avez, je ne sais pas, une étude d'avocat qui utilise par exemple le système qu'on appelle ROS. Donc ROS, c'est déjà un moteur c'est un robot qui fait de la recherche juridique. D'ailleurs, ironie du sort, il est spécialisé en droit de la faillite. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait exprès de commencer par ce sujet, c'est peut-être ironique, mais quand une étude d'avocat vous facture des honoraires et qu'ils ont utilisé en interne le robot ROS, en réalité, dans leur coût, ils ont inclus, bien sûr, les prestations de service de ce robot. Donc, en réalité, on a déjà le prix de l'utilisation du robot dans le système de la TVA. Et on pourrait donner plein d'autres exemples. Donc, quand on fabrique une voiture avec les robots industriels, vous avez également le coût. Donc, la TVA, en réalité, déjà, et je pense que c'est un impôt qui pourrait servir pas mal dans ce système, introduit déjà cette taxation des robots. Et donc, on pourrait aller plus loin dans le raisonnement. Donc, non seulement cette idée, effectivement, qu'on a évoquée d'avoir une sorte de ratio de nombre de travailleurs pour, comme vous dites très justement, favoriser le travail humain, puisque ça apporte du bien à la société. Mais on pourrait imaginer aussi, et ça c'est peut-être dans une perspective aussi de la consommation, que le robot devient une forme d'assujetti. Et là, on n'a pas encore besoin, même pas besoin vraiment d'une personne morale, une sorte d'assujetti TVA. Puis on pourrait même imaginer avec la technologie que le robot est tout à fait capable n'est-ce pas, de prélever la TVA, de la facturer et de répercuter la TVA qu'il a subie en amont. Je suis un peu en science-fiction, mais c'est tout à fait possible technologiquement. Et alors là, l'avantage, c'est qu'à cet instant-là, le robot, il a une capacité contributive. Parce qu'en fait, il rend un service où il fait une livraison, quelque chose, et il reçoit quelque chose en contrepartie. Donc, il a de l'argent, il a une capacité contributive qu'on pourrait en fait taxer. Donc ça, c'était peut-être pour les différentes formes. Maintenant, je suis tout à fait d'accord, et alors je suis aussi un fervent défenseur d'une fiscalité de type écologique. Ça, c'est le grand défi, bien sûr, qui est un sujet parallèle. En Suisse, d'ailleurs, nous avons déjà pas mal de systèmes. On est en train de réformer notre loi sur le CO2 et on va augmenter justement la taxation du CO2. Et c'est juste parce qu'effectivement, les entreprises ne prennent pas ces coûts, des coûts de la pollution dans leur compte, et donc on les oblige en quelque sorte, on appelle ça internaliser, à prendre en compte les coûts. Et donc on pourrait aussi avoir une logique
de la taxation des robots qui serait une logique un peu de ce type-là, qui serait de dire, alors ça c'est une autre perspective en fait, qui est de celle de simplement de réintroduire un travail théorique, mais une autre perspective, c'est de dire on va par la fiscalité encourager, et là je vous rejoins effectivement, le travail humain par opposition au travail robotique ou intelligence artificielle. Et donc là, on pourrait imaginer à ce moment-là que l'instrument fiscal est plus une sorte d'instrument incitatif, ou je dirais pénalisant de l'intelligence artificielle en faveur du travail humain. Mais là, de nouveau, effectivement, coopération internationale. J'ai fait une boutade une fois dans une conférence, je disais, en rigolant bien sûr, je disais, sinon tous les robots iront à Monaco. Donc, il faut bien sûr assurer cette coopération, mais c'est très, très difficile et on voit la difficulté encore de ces débats actuels sur la taxation simplement des entreprises digitales, parce que là, on a un problème aussi n'est-ce pas, de lieu d'imposition. On n'arrive plus tellement à taxer correctement ces entreprises digitales parce que les consommateurs, les utilisateurs sont sur le net, sont sur des réseaux et les États voient toute cette base imposable leur échapper et on voit la difficulté de trouver, rien que pour cette simple règle de partage du droit d'imposition, la difficulté de trouver un accord. Donc on peut imaginer pour une imposition de l'intelligence artificielle que ce sera également très très difficile cette coopération qui est pourtant indispensable. Messieurs, je vais me permettre une question avant de passer à des interrogations justement des gens qui nous regardent, qui nous écoutent et qui nous font suivre quelques questions. Je vais vous demander assez brièvement, cependant, vous avez parlé de science-fiction. Projetons-nous dans le temps et à supposer que l'intelligence artificielle et la robotisation arrivent à un point où on déplace effectivement beaucoup de gens qui autrement étaient des travailleurs, mais que ça amène une telle valeur ajoutée aux performances que l'on puisse aller chercher, tirer des revenus supplémentaires du fait de cet enrichissement que l'on pourrait après redistribuer sur l'ensemble de la société, y compris sur des gens qui auraient été déplacés. Est-ce que c'est concevable qu'on puisse un jour partager cette valeur ajoutée, cette nouvelle richesse qui servirait entre autres où on mettrait à contribution la performance de ces systèmes au profit de la société tout entière en retirant des recettes fiscales? Je vous la présente à tous les deux, là, M. Benjo et M. Auberson. Est-ce qu'on peut imaginer que ce serait une façon de revenir à une forme d'équité à ce moment-là? Moi, je pense que c'est plus que concevable, c'est nécessaire. Et sinon, on s'en va vers une réaction très fortement négative contre la technologie, par exemple. Mais je pense que viser la technologie, c'est pas nécessairement le bon objectif. Je donnais l'exemple tout à l'heure du fait que l'intelligence artificielle peut être utilisée pour apporter du bien à la société ou, dans le cas où on déplace des emplois, il y a du bien parce que peut-être on produit des choses qui vont coûter moins cher, mais on nuit aussi avec les déplacements d'emplois et les gens ce que ça va coûter à la société par la suite. Mais je pense que ce que vous dites est très important. Puis là, je reviendrai sur ce qu'on vient de discuter, M. Auberson et moi, c'est la coordination internationale. Parce qu'à un moment donné, cette concentration de richesse qui probablement va s'effectuer, on pourrait la compenser avec une fiscalité à l'intérieur de chaque pays, mais ça va être très facile, étant donné qu'on parle d'informatique, ça va être très facile de déplacer les profits dans des paradis fiscaux dans beaucoup de situations. Donc, je pense que le système de taxation qu'on a actuellement, il doit être révisé. Puis, ce que disait M. Auberson sur la difficulté de s'entendre entre les pays, est-ce que c'était l'OCDE? En tout cas, je ne sais pas, mais ça ne m'étonne pas tellement parce que parce qu'il y a des forces qui vont essayer de contrer ça nécessairement. Là, il y a des grands intérêts en jeu. Donc, d'une part, c'est sûr que ça risque de créer ça. Puis d'autre part, tant qu'on ne lie pas les enjeux de coordination internationale du genre fiscalité, du genre changement climatique à quelque chose qui est nécessaire au bien-être économique de chaque pays, c'est-à-dire, je donnais l'exemple du commerce, je pense que c'est le plus évident. Des alliances militaires peut être un autre exemple, mais
il n'y aura pas un incitatif suffisant pour que les pays, surtout qui veulent protéger leur propre industrie informatique comme les États-Unis, acceptent d'aller de l'avant avec des mesures pour lesquelles, disons, égoïstement, elles n'ont pas intérêt à entrer. C'est collectivement qu'on a intérêt à trouver ces solutions. Monsieur Auberson. Oui, alors tout à fait, je suis absolument d'accord. Les recettes qui pourraient être dégagées de ce type d'imposition pourraient bien sûr être utilisées conformément finalement aux buts pour lesquels on a introduit ces impositions. Et c'est-à-dire de trouver une forme de compensation, de redistribution, par exemple pour les travailleurs qui auraient perdu leur emploi, mais même à terme pour chacun finalement. Donc, dans un premier temps, il y a notamment l'analyse qui est de dire qu'il y aura de toute façon vraisemblablement un problème de transition parce que peut-être qu'il y aura finalement pas mal de places de travail qui vont être créées, mais il y a quand même beaucoup de travailleurs qui vont rester sur le carreau parce qu'ils vont devoir s'adapter avec cette intelligence artificielle et pas tout le monde ne sera capable, en tout cas rapidement, de s'adapter. Donc, il y aura sans doute un problème de transition. Donc, déjà, rien que pour ça, les recettes fiscales qui pourraient être dégagées d'une taxation des robots pourraient servir à aider cette transition, évidemment aussi à financer des mesures de formation, de reconversion des travailleurs, etc. Ça, c'est une première piste. Et puis alors évidemment, il y a la piste qui est évoquée par de plus en plus de personnes, d'économistes notamment, qui est ce revenu minimum inconditionnel. Mais pour moi, je souhaite toujours qu'on distingue bien la taxation des robots d'un côté et le revenu inconditionnel de l'autre. Parce que des fois, on a eu tendance à mélanger les deux sujets et c'est des sujets totalement différents. Revenu inconditionnel, c'est vraiment l'utilisation des recettes, mais pas forcément uniquement la taxation des robots. Ça peut être n'importe quel type d'imposition. Mais c'est vrai que si vous êtes dans une société où il y a peut-être de moins en moins de travail, où il y a de plus en plus même d'inégalités, qui est un autre sujet, effectivement, alors le revenu inconditionnel va de plus en plus prendre sa justification et je suis un petit peu utopiste à ce moment-là, mais pourquoi pas, par les temps qui courent, peut-être c'est bien, peut-être permettre à tout un chacun de se réaliser, mais plus forcément dans un travail de type travail rémunéré, mais de se réaliser dans une activité, n'est-ce pas ? Et peut-être c'est une nouvelle société qui lentement se dessine. Ça veut dire qu'on va avoir des activités. Alors, ça pourrait être aussi des activités philanthropiques, ça pourrait être des activités pour le bien commun, pour lutter contre la pollution, ce genre d'activités. Mais du coup, on pourrait peut-être décorréler cette idée de rémunération si on a un revenu minimum inconditionnel qui vient se greffer dans le système. Mais ça, c'est une vision peut-être un peu utopiste, mais disons, elle a sa justification aussi dans une logique de la taxation des robots. C'est une utopie inspirante, si vous me permettez. On en a eu plusieurs à travers les décennies, mais celle-ci elle est sûrement stimulante. Je passe à une question qui nous ramène, qui vient de l'auditoire, qui nous ramène à l'intelligence artificielle, qui va peut-être davantage interpeller Joshua Benjo, un auditeur, enfin un participant qui nous dit en regardant et en nous écoutant, on a parlé d'injustice sociale et on a dit qu'il faudrait peut-être encadrer l'intelligence artificielle à cet égard-là, de manière à ce que ça ne crée pas, ça croisse, ça n'est pas à accroître les injustices. Mais du même coup, est-ce que ça pourrait freiner ou enfin dégrader la performance de cette intelligence artificielle qu'on enserrerait dans des cadres pour éviter des déséquilibres? Est-ce que donc, jusqu'à quel point, je pose la question, c'est le monsieur qui la posait, est-on prêt à tolérer cette dégradation de la performance de l'intelligence artificielle, précisément pour éviter des inégalités? Je ne pense pas qu'il y ait une réponse générale à cette question. Je pense qu'on a besoin d'encadrer, ça c'est évident. Et même les acteurs économiques des grandes entreprises de technologie sont d'accord pour le principe. Et après, je pense qu'il faut faire attention aux détails, c'est-à-dire qu'il y a plein d'enjeux
Il y a des enjeux comme la discrimination dont on entend beaucoup parler ces temps-ci. Ça, c'est des enjeux pour lesquels il n'y a franchement pas de coût en termes de l'efficacité du service. Les gens vont être aussi bien servis avec une machine qui a été entraînée de manière un peu plus diligente avec les bonnes données pour minimiser les discriminations possibles. Il y a d'autres enjeux, par exemple, au niveau de ce qu'on appelle l'explicabilité. Donc, les gens ont le droit de comprendre pourquoi est-ce qu'une décision qui a été prise les concernant et qui les touche dans leur vie, mettons, de les assurer ou pas, ou qu'ils puissent sortir de prison ou pas, de comprendre pourquoi. Alors, ça c'est des enjeux où, selon moi, malheureusement, la technologie n'est pas là et ne sera peut-être jamais pour donner le genre d'explication que certains aimeraient. Par contre, moi, je serais plus pour dire que pour certaines de ces applications, carrément, ça devrait être interdit de se baser uniquement sur le jugement, entre guillemets, d'une machine, tout simplement parce que on est très loin de la capacité des ordinateurs de comprendre la psychologie humaine, la société, la morale. Il faut que des êtres humains soient impliqués dans les décisions qui ont des enjeux moraux, disons. Et d'ailleurs, ça s'applique au cas du militaire, hein, avec les robots tueurs, mais ça s'applique au cas de ce qu'on voit aux États-Unis, par exemple, des juges qui utilisent des systèmes informatiques pour proposer des peines plus ou moins longues ou des remises en liberté, etc. Je pense que c'est des applications très dangereuses d'un point de vue éthique et moral. Alors, c'est ça. C'est une discussion complexe. Il n'y a pas une réponse oui ou non. Il faut absolument encadrer, mais il faut le faire intelligemment. Monsieur Auberson, à votre tour. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, peut-être première remarque par rapport à l'encadrement, peut-être par rapport à l'encadrement fiscal. Hein. Oui. Une critique qu'on fait très souvent, notamment sur la taxation des robots, qui va un peu dans ce sens, qui est de dire, mais au fond, vous pénalisez l'innovation, vous êtes contre la robotique, vous êtes contre l'intelligence artificielle. Oui, c'est un peu dans ce sens-là que la question était posée en disant… C'est ça. Alors là… Est-ce que l'on freine une modernisation des systèmes? Oui. Et à cela, je réponds que cette problématique, vous l'avez déjà dans tous les domaines avec la fiscalité. Et prenez par exemple la propriété intellectuelle, les copyrights ou un brevet, une technologie. Les redevances qui vont provenir de ce brevet sont déjà taxées. Un compositeur d'une magnifique chanson va recevoir des royautés, il sera taxé dessus. Et personne ne vous dira qu'on est contre la culture et qu'on est contre la propriété intellectuelle. Donc, on peut très bien mettre en place une fiscalité qui soit raisonnable, mais qui ne va pas, à mon avis, pénaliser l'innovation et la recherche. Par contre, j'aimerais revenir aussi sur ce qui a été dit, et je suis 100% d'accord qu'il y a un grand défi, et que c'est une question très difficile, effectivement, d'arriver à cadrer l'utilisation, et qui va être de plus en plus sophistiquée, de l'intelligence artificielle, avec des décisions fondamentales de l'être humain. Et notamment pour les juristes, on arrive aux limites de notre système parce que l'être humain sera de moins en moins capable d'expliquer la conclusion et la logique que l'intelligence artificielle a mise en œuvre pour arriver à un résultat. On parle déjà, notamment, je crois que c'est un professeur américain qui évoquait l'idée de comportement émergent, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment encore de la véritable création, mais un robot peut être capable de trouver une méthode plus rapide ou différente que celle que même les concepteurs avaient envisagée pour arriver au résultat. Donc, comment ensuite pouvoir justifier, par exemple, une décision, comme vous l'avez dit, hein, Monsieur Benjo, tout à fait d'accord, une décision de justice où on va dire à un condamné, oui, la machine vous juge coupable, et puis le condamné va dire, mais pourquoi ? Ah, je suis désolé, mais vous comprenez, c'est l'intelligence artificielle et c'est tellement juste, c'est tellement sophistiqué. Il y a déjà des études qui montrent que certains des
des instruments utilisés ont des biais, en fait, qui sont des biais inconscients que l'être humain, le programmeur, sans le vouloir, hein, a au fond, intuitivement intégré ses propres biais dans la machine. Donc, il va falloir mettre au point des systèmes qui doivent encore être définis, de sortes d'intermédiaires, comme vous le disiez, un peu humains avant la prise de décision. Mais il n'empêche que c'est humain. Si par exemple vous avez des robots juges, hein, comme c'est déjà envisagé, bon, on mettra peut-être un juge humain à la fin, mais néanmoins, le juge humain devra se baser peut-être sur cette intelligence artificielle. Donc le problème n'est pas forcément résolu non plus. Donc comment mettre en place, peut-être au niveau de la technologie, une intermédiation qui permet d'expliquer comment est-ce qu'on est arrivé au processus décisionnel. Mais ça, c'est une question technologique à laquelle je suis incapable de répondre, mais c'est un enjeu éthique, mais vraiment fondamental. Merci d'avoir fait intervenir des questions éthiques dans cette discussion parce qu'évidemment, elles sont en filigrane de tout l'enjeu. Il nous reste une dizaine de minutes. Je vais vous demander de répondre assez rapidement à une question qui m'apparaît avant d'arriver à une autre qui, elle, résume un peu et vraiment là dans la teinte de l'ensemble de cette conférence. On demande, peut-être en amont de l'ensemble de cette question de robotisation, il y a souvent la collecte de données personnelles, le big data, qui souvent est à la base même de l'intelligence artificielle, de la robotisation. Est-ce qu'on ne devrait pas, au départ, songer à taxer cette collecte de données personnelles, puisqu'elle fait partie de l'ensemble de la question? Monsieur, puisque je vous regarde, M. Auberson, allons-y donc avec vous. Est-ce que ça serait concevable qu'on commence par là? Alors, c'est une autre piste qui est déjà évoquée en réalité justement dans ces travaux de l'OCDE, c'est-à-dire lorsque l'on envisage de donner plus de droits d'imposition à l'État où se trouvent les utilisateurs et les consommateurs, plutôt que l'État du siège de la société, hein, c'est la démarche, c'est ce qu'on appelle le pilier 1, hein, qui est étudié en ce moment par l'OCDE. Effectivement, l'idée, c'est de prendre en considération les utilisateurs. Par exemple, les utilisateurs d'un réseau social qui croient d'ailleurs mettre ces données gratuitement, sans se rendre compte qu'en réalité, l'utilisateur va prendre ces données et au fond les monnayer à des fins publicitaires et autres. Donc, la réflexion, elle est déjà en route, en ce sens que l'on va donner plus de droits d'imposer à l'État où se trouvent ces consommateurs, ces utilisateurs. Mais c'est vrai qu'il y a la réflexion qui va encore un pas plus loin, qui est de dire, mais peut-être que nos données, c'est une valeur personnelle, même une forme de propriété, et lorsque l'on transfère ces données, est-ce qu'on pourrait les imposer? Et là, il y a la réflexion, c'est plutôt une taxe sur des transactions, sur des transferts de données. Mais ça pose des problèmes de mise en œuvre très, très complexes également. M. Benjou, sur cette question de taxer éventuellement l'accumulation des données personnelles sur lesquelles on finit par développer de ces systèmes. Je vais répondre de la même manière que pour les robots, c'est-à-dire que je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne chose à fiscaliser parce que les données peuvent être utilisées de manière bénéfique pour la société, par exemple des données en santé, ou être utilisées de manière nuisible, comme par exemple pour manipuler des élections à travers la publicité politique. Donc, c'est peut-être pas le bon endroit où fiscaliser. Maintenant, il y a la question de la propriété des données. Je suis d'accord que ça, c'est un enjeu important et que qui sort un peu des questions de taxation, mais qui est que aujourd'hui, quand on dit oui en bas de la page, quand on s'inscrit dans un de ces sites, on ne peut pas comprendre le contrat et on ne peut pas le négocier. On n'a pas le pouvoir de négocier un individu tout seul contre une énorme compagnie. Donc, on ne pourra pas changer ce contrat. Si on introduit des tiers parties, donc ça a été proposé au départ au Royaume-Uni, des data trusts, je ne sais pas la bonne traduction en français, c'est-à-dire une tierce partie qui va représenter beaucoup d'usagers et qui va pouvoir négocier avec les grandes compagnies qui ont besoin de ces données
l'utilisation de ces données en s'assurant que les valeurs que les usagers veulent mettre de l'avant, par exemple, que ce soit utilisé de manière bénéfique, que ce ne soit pas utilisé contre eux, etc., soit protégées. Et à ce moment-là, si on a une entité qui protège 50 millions de personnes, vous pouvez être sûr que les compagnies de l'autre côté vont négocier et vont s'assurer que les données vont être utilisées d'une manière qui va être éthiquement acceptable aux usagers. Alors là, je vous pose une dernière question avant qu'on arrive vraiment à la conclusion. Et vraiment, je la trouve, elles ont toutes été pertinentes, mais celle-ci en particulier, étant donné la thématique de cette grande conférence, je vous la pose vraiment intégralement. Étant donné la lenteur des gouvernements à prendre des décisions, pourquoi les spécialistes ne se concertent-ils pas dans un réseau international pour s'uniformiser afin de forcer les gouvernements à agir? On appelle à la collaboration. Est-ce qu'il y a déjà des organismes d'envergure internationale qui se penchent sur ces questions? On pourrait ajouter, ou est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des organismes qui se penchent sur ces questions? Monsieur Bengio. Bien, en fait, il y en a déjà. Il y en a un qui vient d'être créé sous l'impulsion de la France et du Canada, qui s'appelle Partenariat global sur l'intelligence artificielle, GPAI, et qui se veut justement un forum d'experts, de scientifiques, d'experts au niveau de la société aussi, pour réfléchir à la coordination et la standardisation des pratiques, surtout avec la vision de l'impact social de l'intelligence artificielle entre les pays membres. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de pays, là, surtout de l'OCDE, et l'OCDE fait partie un peu du projet. On espère que ça va s'élargir. Et je pense qu'on a besoin de ce genre de forum-là. On a besoin, effectivement, la question est bonne, on a besoin de s'entendre. On a parlé tout à l'heure beaucoup de la coordination internationale. Donc, c'est extrêmement important qu'il y ait ce genre d'accord, mais ça ne peut pas se faire vraiment indépendamment des gouvernements, parce qu'à la fin, il faut que les gouvernements embarquent. Hein? Ce n'est pas seulement des recommandations d'experts qui vont aller sur une tablette. On l'espère. Oui, on l'espère aussi. Monsieur Auberson. Oui, exactement. Et donc, il existe déjà ce genre de réseau. Il y en a des réseaux très informels, c'est comme des chercheurs qui coordonnent leurs activités. Mais vous avez des réseaux, par exemple, en matière fiscale. Je pense par exemple à un organisme comme l'IFA, International Fiscal Association, qui fait un grand congrès chaque année où vous avez 1000 à 2000 participants et des thèmes qui sont abordés. Alors, pour l'instant, le thème de la taxation de l'intelligence artificielle n'a pas été pris comme un thème central, mais il y a déjà eu des conférences sur ce sujet et ils publient chaque fois des travaux. Mais comme le dit M. Bengio, le problème, c'est qu'effectivement, ça, ce sont des experts. Des fois, on est même assez mal vu politiquement, surtout aussi en ce moment avec des avis parfois même contradictoires. Je pense par exemple au domaine de la santé, évidemment. Et donc, il faut quand même qu'à un moment que la politique prenne cela. Et vous avez après le système politique d'un pays, peut-être le Parlement doit se saisir. Donc, c'est ça la difficulté, c'est que il faut qu'un organisme international finalement prenne ça. Alors, vous avez l'OCDE qui travaille sur la taxation des entreprises digitales, l'ONU qui a des recherches, par exemple dans le domaine des robots tueurs. Il y avait toute une série de travaux dans le cadre de l'ONU. Donc, il faut qu'un organisme politique finalement reprenne ça, sinon les réflexions des experts restent dans des bibliothèques. Alors, je vais vous demander à chacun en 1 minute peut-être une conclusion générale, ce qu'il faudrait retenir. Je ne veux pas employer le terme message, mais c'est un peu ça dans le fond, sur cette grande thématique de la fiscalité et la société du futur. Le dernier mot. Commencez par vous, M. Auberson. Alors, le dernier mot, je dirais, il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, mais je dirais il faut essayer de la comprendre le mieux possible et de l'encadrer et de voir quels sont ses impacts. Et si on constate qu'effectivement le travail est en train de disparaître, alors il faut étudier des solutions alternatives, comme par exemple la fiscalité. Monsieur Bengio, à vous la conclusion. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Auberson. Donc, on a fini par converger. Mais j'ajouterais qu'il y a un avenir très important, selon moi, à la fiscalité
comme outil pour ramener les entreprises dans ce qu'on pourrait appeler le droit chemin. On le fait déjà, mais je pense qu'il y a un potentiel beaucoup plus grand et qui va devenir de plus en plus nécessaire au fur et à mesure que des outils comme l'intelligence artificielle risquent de créer des inégalités, des débalancements sociaux qui vont demander une intervention des États pour que finalement toute cette innovation serve au plus grand nombre plutôt que de nuire. Ben voilà, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut anticiper. L'essentiel, c'est d'anticiper pour ne pas être pris de court. Et pour revenir au vieux proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. Et dans ce cas-ci, ça va probablement s'imposer encore plus rapidement qu'on l'imagine. Alors, Joshua Bengio et Xavier Auberson, merci beaucoup pour votre participation et je rends la parole à l'animatrice. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Merci à M. Berson, M. Vézina, M. Bengio pour cet échange sur l'intelligence artificielle et la fiscalité, qui est en fait une conversation sur notre humanité. Pour résumer un petit peu une question intéressante qui a fait surface, est-ce que l'activité d'une entreprise qui est génératrice de biens communs, et dans ce cas-ci, comment la mesurer, comment mesurer le bien commun? Est-ce qu'un index du bien-être humain est donc une mesure de la santé donc de nos communautés, de nos familles, de nos sociétés, de nos démocraties est possible? Pouvons-nous mettre une valeur sur les valeurs qui contribuent au bien commun? Ce sont toutes sortes de questions auxquelles on vous invite à participer, à nous répondre, à nous envoyer des pistes de solutions. Vous pouvez le faire grâce à la fonctionnalité dans le chat. Il a également été question lors de cette discussion d'idées comme par exemple mesurer le chiffre d'affaires par rapport aux travailleurs. Mais les solutions ne peuvent pas être que quantitatives. Comment se portent les travailleurs? Est-ce que les travailleurs sont diversifiés? Est-ce qu'ils sont issus de différents groupes culturels, de différents groupes socio-économiques? Encore une fois, c'est beaucoup de questions qu'on se pose. Je vous rappelle que demain, il y aura une soirée citoyenne, justement pour discuter d'éthique. On en a parlé un peu brièvement aujourd'hui, et d'inclusivité. Et on pourra également réfléchir à d'autres enjeux pour faire suite à cette conversation, notamment pour planifier et pour coordonner, pour inciter et optimiser, au bout du compte, on l'espère, la santé, l'éducation et le bien-être des individus qui composent la société ainsi que notre environnement.